Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Turan Bekar. Turan Bekar est un homme bon. À 36 ans, cet ouvrier ne ménage pas ses efforts pour assurer le bonheur de sa famille. Avec sa femme, Ayten, qui est fleuriste, ils vivent heureux avec leurs enfants dans le pavillon qu'ils ont acheté à Oyonnax. Mais un jour d'avril 2015, leur vie bascule. Alors qu'il part livrer un bouquet confectionné par son épouse, Turan est sauvagement attaqué au couteau. Gravement blessé, il réussit à s'enfuir. Mais quelques instants plus tard, une voiture fonce sur lui et tente de l'écraser. 2 tentatives d'assassinat en quelques minutes. Décidément, quelqu'un semble prêt à tout pour le supprimer. Mais qui ? Et surtout, pourquoi ? La réponse dans ce nouveau podcast de Chroniques criminelles. Mardi 14 avril 2015. Dans une forêt, au cœur du Jura. Il est 22h30. Un homme est tapi dans un buisson. Il a reçu une dizaine de coups de couteau. Et il perd beaucoup de sang. Mais son agresseur le traque encore. S'il bouge, il est mort. Puis il reprend sa fuite dans les bois. Son agresseur est toujours à ses trousses, mais il veut sauver sa vie. Voilà le début d'une affaire criminelle hors norme, digne d'un vrai polar. Tout commence quelques jours plus tôt, au printemps 2015, à Oyonnax, une petite commune verdoyante, nichée dans le massif du Jura. C'est ici qu'habite Turan Bekar, 36 ans, et sa femme Ayten, 35 ans. Le couple est marié depuis 19 ans. Ils ont 2 enfants, un garçon âgé de 16 ans et une fille de 6 ans. Et la petite famille coule des jours heureux à Oyonnax. Moi, j'ai aimé quand je suis venu ici parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Turan Bekar. Le travail, la nature, tout ça, le paysage est magnifique. J'ai décidé de faire ma vie avec ma famille ici, avec mes enfants. Turan Bekar est ouvrier spécialisé dans une entreprise de plasturgie. Et le père de famille ne compte pas ses heures pour assurer le confort de sa femme et de leurs 2 enfants. C'est un gros bosseur, hein. C'est quelqu'un qui bosse à l'usine, la nuit. Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. Il a même un autre travail, il conduit une limousine pour les mariages le samedi. C'est un bosseur, il n'y a rien à dire. Mehmet Bekar, oncle de Turan. Mon neveu Turan Bekar, il faisait tout pour que sa famille soit heureuse. Ayten, elle aussi, est une bosseuse. Elle est fleuriste et a aménagé son atelier dans leur pavillon. Elle peut ainsi travailler tout en s'occupant de leurs 2 enfants. Ses enfants, elle faisait tout pour eux en fait. Ayten faisait les décorations de voitures pour les mariages. Oktay Bekar, cousin de Turan. Elle vendait des bouquets de fleurs pour les fêtes des mères, fêtes des pères, tout ça. Ça se passait très bien, hein. On vendait bien. Il y avait beaucoup de clientèle, les bouquets ils étaient magnifiques. Hein. À force de travail, le couple parvient à acheter une maison au printemps 2009. C'était un rêve d'acheter une maison pour la famille. J'avais une maison, j'avais mes enfants, j'étais heureux. Ils avaient un beau couple, ils avaient une belle vie. Ils étaient heureux avec les enfants. Ils avaient une belle maison. C'est vraiment magnifique pour passer une vie heureuse ici, ensemble. Turan Bekar est un homme comblé.
Sa petite vie s'organise entre l'usine et sa famille. D'ailleurs, il s'apprête bientôt à fêter ses 20 ans de mariage avec Aeten. Un bonheur parfait jusqu'à ce 14 avril 2015. Turan Bécquart rentre chez lui, à son domicile, et son épouse lui demande à ce moment-là Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bécquart. un service, c'est-à-dire d'aller livrer un bouquet de fleurs à un client. Et elle lui dit, voilà, j'ai préparé un bouquet. Alors, c'est un gros bouquet quand même, il y a des roses, il y a des marguerites, je crois des fleurs blanches, quelque chose comme ça. Elle a mis un petit mot marqué « Je t'aime » dessus. Aeten explique à son mari qu'elle a accepté de rendre un petit service à ce client. C'est un monsieur qui va à un rendez-vous avec sa bien-aimée, il n'a pas de voiture, alors tu vois, tu vas l'emmener à son rendez-vous avec le bouquet, tu vas le laisser là-bas, tu reviens. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit 22h15, tu le prendras au centre-ville et il t'attendra là-bas, vers le cimetière. J'ai dit d'accord, je serai là-bas, 22h15. Chez les Bécquart, la soirée se passe tranquillement, en famille. À 22h, Aeten rappelle à son mari qu'il est l'heure d'aller retrouver son client devant le cimetière. Elle lui tend le bouquet qu'elle a confectionné avec soin. Puis, Turan quitte le domicile pour effectuer la livraison. Et je suis arrivé à 22h15 devant le cimetière. J'ai vu, il y avait un monsieur là-bas. Un monsieur, on va dire, endimanché, hein, il a mis un joli costume, il a des lunettes, je crois, carrées. Bon, il semble effectivement aller à un rendez-vous. Je me suis arrêté à côté de lui, j'ai dit c'est pour vous les fleurs? Il m'a dit oui, c'est pour moi. D'accord. Et j'ai dit montez. Une fois le client installé dans la voiture, Turan lui montre le joli bouquet que sa femme a préparé avec le petit mot d'amour agrafé dessus. Le client est enchanté. Il lui indique alors le chemin à suivre pour l'amener jusqu'au lieu où il doit rejoindre sa petite amie. Et le monsieur lui dit allez en direction du lac Genin, je vous dirai où c'est, voilà, je vous indiquerai la direction. Alors que le lac Genin, c'est un endroit assez paradisiaque, hein, au milieu d'une forêt de sapins. On est monté direction la montagne. Sur la montagne, il commençait à poser des questions. Une conversation s'engage entre deux le long du trajet. Mais après quelques minutes, l'homme annonce qu'il ne se sent pas bien. Il demande à s'arrêter. Et d'un coup, la situation vire au cauchemar. Le passager sort un couteau, et là il se tourne vers Turan, et il lui donne des coups de couteau, il le poignarde. Il a sorti le couteau, il m'a poignardé dans le thorax. Le sang qui a coulé, d'ici. Le nez, la bouche, tout ça, quand il m'a poignardé. Je ne sais pas combien de coups j'ai pris dans la voiture. Parce que je compte pas les coups, là. Je compte ma vie, elle est en jeu. L'individu va porter 6 coups de couteau au thorax, à l'abdomen et au visage de Turan Bécquart. Turan Bécquart veut fuir, mais il est pris au piège. Dans la panique, il ne parvient pas à retirer sa ceinture de sécurité. Enfin, après quelques secondes, il réussit à se détacher et à s'échapper du véhicule. Je commence à sortir, il m'a mis un coup de couteau dans le dos. Commence alors une incroyable poursuite. À l'extérieur du véhicule, 6 nouveaux coups de couteau sont portés. J'ai pris là, je croyais que j'avais perdu l'œil. Tu prends des coups de partout, t'es ensanglanté. Turan est grièvement blessé. Pourtant, il se défend comme il peut. Turan Bécquart arrive à porter des coups à son agresseur, et notamment un violent coup de poing. Et là, il commence à tomber par terre, je saute sur lui. J'essaie de prendre le couteau, mais j'arrive pas.
Turan ne parvient pas à s'emparer de l'arme de son agresseur, qui est bien décidé à le tuer. Alors, pour sauver sa peau, il prend la fuite. Mais le cauchemar continue. Dans la panique, son pied se prend dans une racine et il tombe. Quand je me relève, il est revenu derrière moi et là, il a mis un coup de couteau. Turan Bécquart, Il voulait m'égorger. Il a tiré avec le couteau, là. Et ça a claqué ici. Ce dernier coup de couteau est d'une violence terrible puisque la lame se brise dans la gorge de Turan Bécquart. J'ai tellement peur que mes nerfs, ils sont vraiment cryptés à 100%, que je ressens aucune douleur. Et c'est vraiment horrible. Turan Bécquart a la lame du couteau dans la gorge. Il hurle. Plus je veux faire tourner ma tête, plus la lame, elle va s'enfoncer dedans. Et là, j'ai pas réfléchi à comprendre. Turan Bécquart arrive lui-même à extraire la lame qui était restée coincée dans sa gorge. Quand j'ai enlevé la lame, j'ai senti du chaud qui glissait sur mon cou. La lame a frôlé la carotide. Turan perd beaucoup de sang. Au total, il a reçu 12 coups de couteau. Et son agresseur revient à la charge. C'est vraiment l'énergie du désespoir. Enfin, on se demande avec le nombre de coups de couteau qu'il a pris. Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. Comment il a encore la force, l'énergie de le repousser, mais il arrive à lui décocher un deuxième coup de poing. Son agresseur perd ses lunettes, ce qui va permettre à Turan Bécquart de s'enfuir à travers les bois. J'ai tout laissé tomber et j'ai sauté dans la forêt. Je me suis échappé, oui. Turan Bécquart s'enfuit. Il est à bout de force, alors il se cache dans les fourrés. Mais son agresseur est à ses trousses. Turan Bécquart entend son agresseur qui le traque. Je me suis caché dans la forêt et je l'ai observé. Qu'est-ce qu'il faisait? Et il voyait pas où j'étais parce que c'était tout noir. Alors il a amené la voiture, il a mis les pleins phares et il regardait encore s'il peut me voir. Et moi j'étais bien caché. J'étais bien cassé dans les buissons. Il se sent vraiment comme une bête traquée, quoi. Donc surtout, il ne bouge pas, il ne respire pas. Quand il respirait, je respirais comme lui. Il croit que c'est sa respiration. Parce que si on fait l'inverse, il va entendre. Il est là, il va dire. Il peut juste entendre ça et c'est fini pour toi. Ça peut te tuer. Turan Bécquart vit les instants les plus longs de son existence. Le moindre mouvement peut lui coûter la vie. Au bout d'une dizaine de minutes interminables, l'agresseur abandonne. Il s'en va. Turan a du mal à y croire. Il sort de sa cachette et il reprend sa course. Mais il est très affaibli. Après un quart d'heure de marche à travers les bois, il a une lueur d'espoir. Il distingue les phares d'une voiture qui arrive dans sa direction. Quand j'ai vu les pleins phares qui venaient, tout doucement, il roulait à 40 par là. J'ai dit, je vais l'arrêter, il va me sauver. J'ai dit au secours, tout ça, je suis sorti devant lui. Il se met plus ou moins en travers de la route, il fait des signes. Et plutôt que de ralentir, le véhicule accélère. La voiture lui fonce dessus. D'un coup, il a braqué sur moi. Il m'a foncé dessus, sur la voiture. Waouh! Turan comprend immédiatement qu'il s'agit de son agresseur, bien décidé à terminer son travail. Au dernier moment, Turan Bécquart arrive à se jeter dans le fossé. Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bécquart. Le conducteur du véhicule, en voulant percuter Turan, perd le contrôle de son véhicule, tombe dans le fossé et va percuter un arbre. Monsieur Turan Bécquart échappe alors à une deuxième tentative d'assassinat en quelques minutes.
Turan reprend sa fuite à travers la forêt. Il chancelle, il est au bord de l'évanouissement. Mais soudain, il aperçoit les lumières d'une habitation. Là, je voyais de la lumière, lointain. C'est l'auberge du lac de Genin. Fallait là-bas, j'ai dit. Parce que si je fais le contraire, il y a 20 km l'autre côté. Cette auberge, c'est sa seule chance de s'en sortir. Là-bas, il y aura forcément des gens qui pourront l'aider. Mais elle est à plus d'1 kilomètre, et dans son état, il n'est pas sûr d'y arriver. J'avais plus de force, je commence à boire du noir, je voyais plus rien, ma tête qui tournait. Je suis tombé plusieurs fois dans la forêt aussi. Le kilomètre qui le sépare de l'auberge semble infranchissable, mais son envie de vivre est plus forte que tout. Faut que je tienne parce que j'ai des enfants, il faut que je reste en vie pour eux. Turan Bekar met plus d'1 heure à parcourir ce dernier kilomètre. Lorsqu'il arrive enfin à l'auberge du lac de Genin, il est 23h40. Il est à l'agonie. Arrivé à l'auberge, j'ai dit au secours. J'ai tapé sur le carreau. Monsieur Godet, le patron de l'établissement, est en train de faire du nettoyage après le service du soir. J'ai entendu une voix à l'extérieur, un monsieur qui criait « Au secours !» On me poursuit avec un couteau. Quelqu'un veut me tuer. Denis Godet, propriétaire de l'auberge du lac Genin. J'ai ouvert une fenêtre et j'ai regardé ce qui se passait. J'ai vu Monsieur Bekar en sang au milieu de la route. Je me suis posé par terre. J'ai dit c'est bon, je suis arrivé. J'ai bien vu qu'il avait perdu beaucoup de sang et que c'était une urgence. J'ai appelé les pompiers directement pour qu'ils arrivent le plus rapidement possible. Cet aubergiste, il le sauve, Turan, clairement. Avec le sang qu'a perdu Turan Bekar, certainement, il serait plus là pour en parler. En quelques minutes, les secours et les gendarmes arrivent à l'auberge. Et lorsqu'ils découvrent Turan Bekar, ils comprennent tout de suite qu'il s'agit d'une urgence absolue. Il y a une gendarme, elle a fait ça, j'ai dit c'est foutu. J'ai dit c'est une catastrophe. Elle a fait oh. Donc il est ensuite pris en charge par les pompiers et par le SAMU, il est évacué à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Après, je me souviens plus de rien. Turan Bekar est transporté à l'hôpital de Lyon. Il est entre la vie et la mort. Les enquêteurs n'ont pas pu l'interroger et ils ignorent encore ce qui lui est arrivé. Ils attendent que le jour se lève pour procéder aux premières constatations et comprendre quel drame s'est joué dans cette forêt. Alors que les médecins font leur possible pour sauver Turan Bekar, sa femme, Ayten, ignore toujours qu'un malheur est arrivé à son époux. Dans l'urgence, personne n'a pensé à la prévenir. Alors, dans son pavillon, elle fait les 100 pas. Quand son mari part le soir du 14 avril, elle ne le voit pas revenir et elle s'inquiète. Leonardo Castro González, avocat d'Ayten Bekar. Elle était totalement paniquée, elle était totalement angoissée. Donc elle a appelé l'oncle de la victime et puis son frère, Engin. Ayten, elle m'a appelé vers minuit en disant « Tonton, ton neveu, il est toujours pas rentré. Est-ce qu'il est avec toi ?» Mehmet Bekar, oncle de Turan. J'ai dit non, je sais pas. Et du coup, on a décidé d'aller voir avec son frère Engin. On a cherché dans la rue d'Ouéna. On n'a pas trouvé sa trace. Je suis inquiet parce que je me demandais où il était en fait. L'oncle et le frère d'Ayten arpentent toute la nuit les rues d'Oyonnax. Mais personne n'a vu Turan et ils sont morts d'inquiétude. Au petit matin, Ayten entend une rumeur qui se propage dans le village.
Elle a entendu dire qu'il y aurait eu une agression vers le lac Genin. Son mari n'étant pas rentré, Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bécart. elle craint que ce soit son époux qui ait été agressé la veille. Ayten a un mauvais pressentiment. Alors elle se précipite à la gendarmerie. Elle vient comme ça pour dire « Est-ce que c'est pas mon mari ?» Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. Je suis inquiète, il n'est pas revenu. On lui explique que son époux est grièvement blessé, que son pronostic vital est engagé. Elle tombe en pleurs, elle semble véritablement traumatisée. Elle est interrogée par les enquêteurs, mais elle n'a aucune idée de qui a pu commettre l'agression. Ayten Bécart est en état de choc. Elle est incapable de répondre aux enquêteurs. Elle a tout juste la force d'appeler sa famille pour leur annoncer la terrible nouvelle. Et eux aussi sont effondrés. Je priais au Dieu comme quoi il s'en sort, mais tout ce coup de couteau, j'ai dit ça y est, il va pas s'en sortir. Je pleurais, j'étais pas bien. J'avais pas trop d'espoir en fait. On avait très peur de ne plus le revoir. Il pouvait mourir à tout moment. Octaï Bécart, cousin de Turan. Ce qui m'a fait le plus de mal, c'était la peur de le perdre. Et on était choqués, on se posait 1000 questions. Qui a pu faire ça? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour tenter de voir plus clair dans cette affaire, les enquêteurs commencent leurs investigations. « 8 heures après l'agression du père de famille, les gendarmes passent la forêt au peigne fin. Rapidement, ils retrouvent le véhicule de Turan Bécart à 1 kilomètre de l'auberge. Et quelques mètres plus loin, ils tombent sur la deuxième voiture, dans le fossé, celle de l'agresseur. Dans ce véhicule, les enquêteurs découvrent un téléphone portable et un couteau ébréché. Sans tarder, les enquêteurs relèvent la plaque d'immatriculation du véhicule. Ils espèrent ainsi pouvoir remonter jusqu'à son conducteur. Les enquêteurs vont identifier M. Kemal Koban comme le propriétaire. Les gendarmes sont satisfaits. Après 24 heures d'enquête, ils ont déjà un nom. Kemal Koban. C'est le propriétaire de la voiture. Reste à déterminer si c'est bien l'agresseur de Turan. Mais pour le moment, il est le suspect numéro 1. Avant de l'interpeller, les gendarmes veulent en savoir plus à son sujet. Et ils effectuent une rapide enquête de personnalité. Kemal Koban, c'est un homme très banal, 48 ans. Johan Foubert, avocat de Kemal Koban. Membre de la communauté turque à Oyonnax. C'est un homme célibataire, il est divorcé. Il a fait des petits boulots dans la maçonnerie, etc. Mais ça fait plusieurs années qu'il ne travaille plus. Kemal Koban est quelqu'un d'apprécié, assez discret. C'est quelqu'un qui ne fait pas de vagues. Les gendarmes sont surpris. L'homme n'a pas le profil d'un délinquant. Son casier judiciaire ne comporte qu'une seule condamnation pour travail dissimulé. Les enquêteurs se demandent s'il ne serait pas en train de faire fausse route. Pour le savoir, ils décident d'interpeller Kemal le lendemain du drame pour l'interroger. Mais il y a un problème. Les gendarmes vont rechercher Kemal Koban, qui d'habitude se trouve toujours dans un café ou un autre de la ville, et il sera totalement introuvable. Kemal a disparu des écrans radars. Pour Turan, hospitalisé dans un état grave, savoir son agresseur dans la nature est une angoisse supplémentaire. Ça m'inquiète parce que c'est un tueur qui lâche pas. Peut-être il peut me retrouver et me tuer. Turan Bécart. Il n'a pas fini sa mission. Moi, je dormais plus, la nuit. Pour les gendarmes, cette disparition est la preuve que Kemal pourrait être mêlé à cette affaire. Alors, ils perquisitionnent son appartement. Et ils ne vont pas le regretter. Ils vont trouver sur place des vêtements tachés de sang. Il y a également des chaussures qui ont été abandonnées, manifestement.
il y a des traces de boue, donc ça peut effectivement être mis en relation avec l'agression de la veille. Les gendarmes poursuivent leurs fouilles. Et ils mettent la main sur un indice étonnant. Les enquêteurs vont trouver sur une table chez Kemal Koban un morceau de papier sur lequel sont inscrits 2 numéros de téléphone, un numéro de téléphone fixe et un numéro de téléphone portable. Ces numéros de téléphone appartiennent à l'épouse de monsieur Turan Bekar, Ayten Bekar. Les enquêteurs sont stupéfaits. Pourquoi leur suspect a-t-il les numéros de téléphone d'Ayten ? Cette femme, éplorée depuis l'agression de son mari, serait-elle pour quelque chose dans cette sordide histoire ? Pour ne pas lui mettre la puce à l'oreille, les gendarmes veulent entendre son mari en premier. Le 16 avril 2015, 2 jours après son agression, le pronostic vital de Turan Bekar n'est plus engagé. C'est un véritable miraculé. Je suis très chanceux d'être vivant, je comprends pas pourquoi. J'ai miraculé, on peut dire pire que ça, oui. J'ai été béni par des dieux. C'est un vrai miraculé, Turan Bekar. On se demande pourquoi il est encore de ce monde. C'est une affaire exceptionnelle qui est digne d'un polar. C'est une histoire incroyable, quoi. Franchement, c'est un film. Je m'en sors très très bien, oui. Je suis content, oui. Je suis pas handicapé, je suis bien. Ça va. Même s'il est tiré d'affaire, Turan Bekar est toujours affaibli. Mais il peut enfin être interrogé. Un enquêteur l'auditionne sur son lit d'hôpital. Et il commence par la question qui l'intrigue. Que faisait-il dans les bois, en plein milieu de la nuit ? Moi j'ai dit c'est ma femme qui m'a envoyé livrer des fleurs avec quelqu'un. Il fallait que je le dépose ici. Et là, en route, il m'a arrêté sur le chemin et il m'a poignardé. Pour l'enquêteur, tout s'éclaire. Kemal Koban est tout simplement l'un des clients de Ayten, la femme de Turan. Il n'y a donc rien d'étonnant à retrouver son numéro de téléphone chez lui. Le gendarme poursuit son audition. Il veut avoir la confirmation que Kemal est bien l'agresseur de Turan. Et lui présente une planche photographique sur laquelle apparaissent une dizaine d'individus. Parmi eux, le suspect. J'ai dit c'est lui, en seconde près, je l'ai reconnu tout de suite. Ils m'ont posé la question si je le connais. Non, je le connais pas, je l'ai jamais vu. Non. Les gendarmes sont maintenant certains de tenir l'agresseur de Turan. Mais une chose leur échappe. Pourquoi Kemal s'est-il acharné sur lui ? Pour le moment, les gendarmes n'ont pas la réponse à cette question. Dans la chambre d'hôpital, l'audition de Turan se poursuit. L'enquêteur cherche maintenant à savoir s'il a des ennemis. Non, j'ai personne qui veut me tuer. Je suis quelqu'un de tranquille, qui n'a pas d'ennemis. Turan Bekar n'a jamais eu affaire à la justice. Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bekar. C'est monsieur tout le monde. Turan, c'est une personne très calme. Oktay Bekar, cousin de Turan. Il est très gentil, il cherche pas les problèmes, pas les embrouilles. Je comprends pas pourquoi lui il va me tuer. Le gendarme n'est pas très avancé. Turan Bekar ne voit pas qui pourrait lui en vouloir à ce point-là. Mais l'enquêteur insiste. Il l'encourage à se souvenir du moindre fait qui pourrait le mettre sur une piste. Après réflexion, Turan lui livre une anecdote étonnante survenue quelques jours avant son agression. 2 jours avant les faits, son épouse lui a demandé de signer ce qu'il appelle un papier marron qui semble être une assurance vie. Elle m'a dit j'ai pris une assurance décès de 800 000 euros. En cas de, s'il nous arrive à un ou deux quelque chose, on héritera de 800 000 euros. Moi, j'ai dit ça aux gendarmes. Il m'a dit c'est bon, j'ai compris. Cette nouvelle fait l'effet d'un coup de théâtre. Signer un tel contrat 2 jours avant les faits, c'est évidemment suspect. Les enquêteurs doivent en vérifier l'existence, mais cette recherche va prendre du temps. En attendant, ils ont Ayten dans leur collimateur. Ils imaginent qu'elle aurait pu manigancer toute cette histoire pour faire tuer son mari et toucher ensuite la prime d'assurance.
Mais Ayten a-t-elle le profil pour monter une telle machination ? Pour y voir plus clair, les gendarmes interrogent les proches. Ils veulent en savoir plus sur le couple. Alors Turan Bekar et sa femme Ayten, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont cousins déjà. Ma mère et son père, c'est des frères. Alors Turan, il est né en France, elle est née en Turquie. Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. Et il a été, entre guillemets, la chercher en Turquie, elle avait 17 ans. Ils se connaissaient, ils s'aimaient, ils ont voulu se marier. Ma famille a demandé Ayten pour moi et c'est comme ça qu'on s'est mariés. Turan et Ayten affichent un bonheur qui fait plaisir à voir. Le couple s'épanouit, elle dans son magasin de fleurs, lui à l'usine. Et l'arrivée de leurs 2 enfants les comble de bonheur. Mais les années passent et à la maison, les rires laissent place aux disputes. Ils ont eu des hauts et des bas dans leur couple. Donc oui, ils avaient des disputes. D'un côté, on a Monsieur Bekar qui a le profil d'un homme doux, simple, calme, posé. Et du côté de son épouse, un caractère beaucoup plus tranché, beaucoup plus autoritaire. C'est elle qui contrôlait la maison, quoi. À la maison, c'était elle le chef. Si sa femme, elle dit « tu sors pas de là », il sortait pas. « Tu vas pas là », il va pas. Mehmet Bekar, oncle de Turan. Si elle disait « tu parles pas avec lui », il parle pas. D'après les proches, Ayten a donc l'ascendant sur son mari, mais cela n'en fait pas pour autant une coupable. Cependant, cette histoire d'assurance vie continue de leur trotter dans la tête, car il s'agit là d'un mobile parfait. Alors, ils décident d'interpeller Ayten et de la placer en garde à vue. Trois jours après le drame, la jeune femme est interrogée. Elle semble bouleversée. D'emblée, les gendarmes lui demandent si cette livraison de fleurs était un leurre, un piège pour faire tuer son mari. Et sa réponse va les désarçonner. Elle dit, mais pas du tout, non, moi je lui ai jamais demandé de livrer un bouquet de fleurs. Au contraire, c'est lui qui m'a demandé de préparer un bouquet de fleurs et qui est parti. Je savais pas où il allait, il m'a rien dit, etc. Il est parti en lui disant je reviens. Ayten nie tout en bloc. Selon elle, son mari ment. Et ce n'est pas tout. Elle jure qu'elle n'a jamais entendu parler de Kemal, qu'elle ne sait même pas comment son numéro de téléphone s'est retrouvé chez lui. Les gendarmes ne savent plus qui croire. La jeune femme est en larmes, elle semble sincère. Elle tombe même de sa chaise quand il la questionne sur cette assurance vie. Elle est formelle. Elle n'a jamais rien fait signer de la sorte à son mari. Ayten, elle se défend, mordicus, elle dit que c'est pas elle qui a pu faire ça, c'est une bonne épouse, pourquoi est-ce qu'elle aurait tué son mari ? Elle n'a jamais cessé d'aimer son mari. Leonardo Castro González, avocat d'Ayten Bekar. C'était le père de ses enfants. Il était totalement impossible pour elle de vouloir lui ôter la vie. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise, car Ayten ne leur a pas tout dit. Elle leur raconte maintenant que si elle aime son mari, il ne lui rend pas la vie facile. Elle commence à décrire un quotidien avec lui qui est un véritable enfer conjugal. C'est une femme battue, elle a voulu se séparer de lui, mais lui il veut pas, elle voulait divorcer. Vraiment, elle l'enfonce au maximum, on va dire. Selon Ayten, Turan Bekar serait un mari violent. Et c'est une information qui intéresse les gendarmes. Ils décident de l'interroger à nouveau. L'homme, toujours convalescent, n'en revient pas de ces accusations. Je commence à me mettre en colère parce que je me dis pourquoi elle dit ça. Je pourrais pas faire ça à une femme, ça se fait pas. Monsieur Bekar a toujours contesté avoir porté le moindre coup sur son épouse. Afin de savoir qui dit vrai, les gendarmes décident de creuser cette histoire de violence conjugale.
Et ils découvrent qu'Ayten s'était déjà présenté dans leur service pour dénoncer son mari. Il y a eu, certes, 4 plaintes qui ont été déposées, mais toutes ont été classées sans suite. Les gendarmes n'ont jamais eu la moindre preuve de la violence de Turan Bekar. D'ailleurs, il est révolté par cette accusation. Non seulement il nie avoir levé la main sur sa femme, mais il l'accable à son tour de reproches. Elle s'énervait pour rien, ouais. J'allais chercher peut-être un paquet de cigarettes au bureau de tabac. C'était la crise totale. Les sujettes à des crises d'hystérie, il s'en prend régulièrement à son épouse. C'était une femme agressive. Elle piquait des crises, elle cassait tout à la maison. Quand elle s'énerve, c'est violent. Tout ce qu'elle trouve, elle casse. S'il le faut, elle prend un couteau. Elle devient dangereuse, en fait. J'ai vu avec mes yeux. C'était une catastrophe. D'un coup, comme ça. C'était une catastrophe. Les gendarmes sont perplexes. Ayten nie toutes les accusations. Elle n'a pas essayé de tuer son mari, au contraire, c'est elle qui est victime de violence. Mais les enquêteurs n'y croient pas. Ils sont convaincus qu'elle a attiré son mari dans un piège mortel avec ce bouquet de fleurs et que Kemal est son bras armé. Alors, à l'issue de sa garde à vue, Ayten est mise en examen et incarcérée. Mais un nouvel élément fait douter les gendarmes. Le 7 mai 2015, alors que Kemal est en cavale depuis 3 semaines, les enquêteurs reçoivent un message d'alerte. Le fuyard vient d'être enfin repéré. Kemal Koban va être localisé grâce à son téléphone portable. Johan Foubert, avocat de Kemal Koban. À Villefranche-sur-Saône, à environ une centaine de kilomètres d'Oyonnax. Les gendarmes se précipitent à Villefranche-sur-Saône et interpellent Kemal. Dans la foulée, il est placé en garde à vue. J'étais vraiment soulagé. J'étais très content, oui. Turan Bekar. Si maintenant il va être jugé tout ce qu'il a fait et tout, on va savoir la vérité, tout ça. Les enquêteurs, eux aussi, espèrent connaître la vérité et comprendre quel rôle Ayten aurait pu jouer dans cette sombre affaire. Kemal est le seul à pouvoir le dire. Mais ils vont être très surpris par sa réponse. Il ne connaît pas Ayten Bekar, malgré la présence des numéros de téléphone sur la table chez lui. Il dit qu'il n'a jamais été en contact ni téléphonique ni physique avec ma cliente. Les gendarmes ne s'attendaient pas à cette réponse. Ils le confrontent alors avec toutes les preuves retrouvées chez lui. Les chaussures, le sang, et ils parviennent à le faire parler. Mais là encore, ils sont stupéfaits de sa version. Il va servir aux enquêteurs une toute autre histoire. Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. C'est-à-dire que lui, il va dire oui, j'avais rendez-vous avec Turan, effectivement. Non, mais c'était pas pour une histoire de fleurs. En fait, c'était mon dealer. Turan Bekar, ce père de famille a priori sans histoire, serait-il un dealer de drogue ? Les enquêteurs sont curieux de connaître la suite de la version de Kemal. Il explique que son rendez-vous avec Turan pour la drogue a très vite dégénéré. Il a constaté sur place que le produit n'était pas de bonne qualité et s'en est suivi une altercation. Il explique alors que Turan Bekar s'est saisi d'un couteau et l'a menacé, qu'ils se sont battus et qu'il a blessé Turan Bekar. Et il justifie sa fuite par la peur de M. Bekar. Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bekar. Et la peur de représailles. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Rien à voir avec l'histoire que leur a racontée Turan. Kemal affirme qu'il l'a poignardé en état de légitime défense. Mais les gendarmes ont des doutes, car Turan Bekar n'a absolument pas le profil d'un dealer de drogue. Turan Bekar, manifestement, ne consomme pas de stupéfiants, n'en a jamais acheté et n'en a jamais vendu. Il me poignarde, après ça suffit pas et il me salit.
C'est vraiment honteux. Les gendarmes ne croient pas à cette histoire. Après 48 heures de garde à vue, Kemal est mis en examen pour tentative d'assassinat et incarcéré. 3 semaines après l'agression de Turan Bekar, les enquêteurs ont 2 suspects derrière les barreaux. Pourtant, ils ne sont guère avancés, car Kemal et Ayten nient catégoriquement. Selon eux, Turan est un menteur. Mais les gendarmes sont convaincus qu'ils sont de mèche. Alors ils ne lâchent rien et leur ténacité va payer. Un mois après l'incarcération de Kemal, les enquêteurs font une découverte de taille. Le suspect s'est procuré un téléphone clandestin en prison. Pour les gendarmes, c'est une aubaine. Ils le placent discrètement sur écoute et les résultats ne tardent pas à tomber. Kemal Koban va joindre un certain Murat Civil. Et lorsqu'il l'a au téléphone, le ton monte, il se fâche et il réclame qu'on lui verse des sous. Il dit, j'ai fait comme on m'a dit, etc. Mais maintenant, il me faudrait de l'argent, faut tenir ta parole, faut me donner de l'argent. Il ira jusqu'à dire à Murat que s'il ne récupère pas l'argent, les choses tourneront à l'envers et qu'alors chacun purgera sa peine. Ces écoutes téléphoniques intéressent au plus haut point les enquêteurs. Qui est ce Murat à qui parle le suspect? Pourquoi lui réclame-t-il de l'argent? Les gendarmes mènent une petite enquête sur son compte. Murat Civil sur Oyonnax, c'est un chef d'entreprise très respecté, quelqu'un qui a réussi. C'est un homme intelligent. Agnès Bloise, avocate de Murat Civil. Totalement inséré, qui a une absence totale d'antécédents judiciaires. C'est un homme qui est marié, qui est père de 2 enfants. Il est toujours prêt à aider ceux de la communauté turque qu'il côtoie, qui n'ont pas eu sa chance, qui n'ont pas eu sa réussite. Les gendarmes sont étonnés. Ce chef d'entreprise est a priori au-dessus de tout soupçon. Alors, pourquoi Kemal le menace-t-il pour obtenir de l'argent? Les enquêteurs vont vite faire le lien avec leur affaire. Ils découvrent que Murat est un vieil ami d'Ayten et ils ne vont pas tarder à en apprendre plus. Le 24 septembre 2015, 5 mois après l'agression de Turan, Kemal est toujours en prison et toujours sur écoute téléphonique. Le suspect réclame plus que jamais son argent. En vain. Alors il demande à être entendu par les enquêteurs et son témoignage va tout changer. Kemal Koban, il décide de tout balancer. Et là, il déballe tout. C'est plus une histoire de transaction de drogue. Là, il raconte qu'il y a un complot. Un grand complot familial tendant à la suppression de M. Bekar. Il dit clairement, j'ai été recruté pour poignarder, pour tuer Turan Bekar. Et donc il raconte que le frère de la femme de Turan, qui s'appelle Engin, et Murat Civil lui ont demandé, contre une somme de 8 000 €, de tuer Turan. Kemal vient enfin de lâcher la vérité, celle que les enquêteurs recherchent depuis 5 mois. Ayten a bien commandité l'assassinat de son mari et un nouveau complice apparaît dans l'affaire. Son frère, Engin. Et Kemal Koban n'en a pas fini avec ses révélations. Il raconte maintenant aux enquêteurs la genèse de cette tentative d'assassinat. Kemal Koban, il explique que c'est Murat Civil qui l'a recruté, on va dire. C'est des connaissances, on va dire, un peu de café. Il est pas très chaud au départ. Il raconte qu'il leur a même dit, mais moi, tuer quelqu'un, mais je peux pas faire ça, puis je sais pas faire ça en plus. Mais Kemal Koban a une addiction au jeu. Il joue beaucoup, mais de toutes petites sommes. Il doit toujours de l'argent à tout le monde dans les cafés turcs. Et donc, il est criblé de petites dettes. Johan Foubert,
avocat de Kemal Koban. Qui, mise bout à bout, constitue un endettement considérable pour lui. Les gendarmes découvrent que c'est finalement par appât du gain, pour rembourser ses dettes de jeu, que Kemal a accepté de tuer Turan. Mais ils apprennent aussi qu'il n'était pas seul sur les lieux. Murat l'aurait récupéré avec sa voiture dans la forêt juste après l'agression. On a un scénario qui se dessine, un exécutant, M. Koban, une commanditaire, Ayten, accompagnée par son propre frère, et un intermédiaire, à savoir M. Murat Sibyl. Les enquêteurs commencent enfin à savoir qui a fait quoi. Mais avant de lancer les interpellations, ils veulent se renseigner sur le frère d'Ayten. Mon client est âgé de 43 ans, totalement inconnu des services de police et de gendarmerie. Arnaud Lévy-Soussan, avocat d'Engin Yalcin. Ayant toujours exercé une activité professionnelle, je pense qu'on peut le qualifier de bon père de famille. Donc ça n'est pas une personne à problème. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Leurs 4 suspects dans cette tentative d'assassinat sont pour le moins atypiques. 2 maçons, un chef d'entreprise et une fleuriste. Et la suite de cette affaire n'a pas fini de les surprendre. Le 20 octobre 2015, Murat et Engin sont interpellés et placés en garde à vue dans des bureaux séparés. Le premier à être interrogé, c'est Murat, l'intermédiaire. D'emblée, les enquêteurs le confrontent aux accusations de Kemal. C'est lui qui l'aurait récupéré après le meurtre. Mais Murat livre une version de l'histoire bien différente. Murat Sibyl expliquera qu'il avait été sollicité par Kemal Koban pour venir le chercher sans autre explication. Arrivant sur les lieux, il voit 2 hommes se battre. Kemal Koban est dessous, Turan Bekar est dessus, il hale dessus, il va voir du sang, ça va d'ailleurs terriblement l'épouvanter. Il va continuer passer son chemin, faire demi-tour et il va voir un peu plus loin Kemal Koban qui va l'arrêter, le héler, l'interpeller, il lui dit « redescends-moi » alors même qu'il a du sang sur lui. Il va hésiter, puis il va finir par accepter de le redescendre, puis il va rentrer chez lui et ne plus vouloir avoir affaire à Kemal Koban. Murat affirme aux gendarmes qu'il est innocent. Il répète qu'il a juste été témoin, malgré lui, de cette tentative d'assassinat. Mais les enquêteurs sont très sceptiques. Ce qui intrigue les enquêteurs, c'est qu'il n'appelle pas non plus les pompiers. Frédéric Boudouresque, chroniqueur judiciaire au Progrès. Parce qu'il est censé être au courant qu'il s'est passé une attaque au couteau, une victime qui est peut-être là, quelque part, en train d'agoniser quelque part, et il dit rien. Les gendarmes insistent, ils veulent connaître la vérité. Mais ils ne tireront rien de plus de Murat. Ils espèrent qu'Engin, le frère, se montrera plus bavard. Mais c'est peine perdue. Monsieur Engin Yalcin, il est abasourdi. C'est la première fois qu'il est entendu par les services de gendarmerie. Il explique aux gendarmes qu'il n'a aucun intérêt à s'en prendre à son beau-frère. Engin clame haut et fort qu'il n'a rien à voir dans cette affaire, tout comme sa sœur Ayten. Ils sont innocents. Les gendarmes sont dubitatifs. Ils ont 4 suspects et presque autant de versions différentes de l'histoire. Alors comment s'y retrouver ? À défaut d'aveu, ils ont besoin de preuves. Et justement, l'enquête qu'ils mènent en parallèle des interrogatoires va livrer ses fruits. Depuis 5 mois, les enquêteurs n'ont pas lâché la piste de l'assurance vie. Un contrat qu'Ayten nie avoir fait signer à son mari juste avant sa tentative d'assassinat. C'est une pièce maîtresse de l'enquête. Alors les gendarmes réalisent un travail de fourmi et appellent les organismes d'assurance un par un pour en retrouver la trace. Et leurs efforts vont payer. C'était pas une assurance vie, en fait, c'était un simple contrat d'assurance auto. Et en cas d'accident, Leonardo Castro González, avocat d'Ayten Bekar. il y avait un capital qui pouvait aller jusqu'à 800 000 euros.
Grâce à ce contrat, si Turan meurt d'un accident de voiture, sa femme touchera 800 000 euros. Et les enquêteurs apprennent qu'Ayten a souscrit cette assurance le 11 avril 2015, soit 3 jours avant la tentative d'assassinat de son mari. Elle a été souscrite en catastrophe, c'est-à-dire que cette voiture qui n'était pas assurée depuis des semaines, depuis des mois, qui n'avait pas roulé, tout d'un coup, Ayten l'assure. Pour les enquêteurs, ça n'est pas une coïncidence. Ayten a pris cette assurance avec, en tête, l'idée de tuer son mari. Mais pour son avocat, cette hypothèse ne tient absolument pas la route. Les experts mandatés par les compagnies d'assurance n'auraient jamais manqué de constater que la victime a été poignardée. Quelqu'un qui s'est fait poignarder, ce n'est jamais par accident. Et par conséquent, donc, une assurance n'aurait jamais fourni un capital qui pouvait aller jusqu'à 800 000 euros. Donc il n'y a pas de motif financier et il n'y a pas de motif tout court dans cette procédure. Mais les enquêteurs n'en démordent pas. Ils imaginent qu'Ayten voulait faire assassiner son mari, puis brûler la voiture pour ne laisser aucune trace des coups de couteau. S'ils émettent cette hypothèse, c'est qu'ils ont découvert qu'Ayten n'en serait pas à son coup d'essai. Elle aurait déjà inventé des stratagèmes frauduleux pour toucher de l'argent des assurances. Les enquêteurs se rendent compte que Ayten, il y a souvent des voitures qui brûlent et de l'argent qui est touché. Ça les met sur la piste quand même de quelqu'un, d'une femme, finalement peut-être assez calculatrice, qui a pu comme ça échafauder un plan pour se débarrasser de son mari. D'ailleurs, les enquêteurs font une découverte qui va les conforter dans ce scénario. Quelques jours ou la veille, on va dire, de la tentative d'assassinat, elle se renseigne pour acheter une nouvelle voiture. Donc ça aussi, ça leur paraît curieux. Ils se disent, mais attendez, comment vous pouviez savoir que finalement, vous auriez besoin d'une autre voiture ? Et les gendarmes font une autre trouvaille, un nouvel élément machiavélique qui les conforte quant à la culpabilité d'Ayten. Elle a appelé une association de rapatriement des défunts en Turquie. Alors si on lui dit, mais pourquoi vous avez appelé cette association ? Vous saviez, la veille, que Turan, on allait tenter de le tuer. Alors, bon, elle dit que non, mais c'est le hasard, elle voulait se renseigner. Ma cliente avait souscrit une adhésion auprès de cette association bien des années avant, bien avant que cette affaire n'ait lieu. Leonardo Castro González, avocat d'Ayten Bekar. Alors qu'elle ait contacté cette association, ça ne signe pas non plus un quelconque projet criminel. L'avocat d'Ayten conteste, mais pour les enquêteurs, il n'y a plus de doute. Ayten avait bien en tête de liquider son mari pour toucher la prime d'assurance. Un scénario sordide qui laisse Turan sans voix. Pour cacher les coups de couteau, ils allaient me brûler dans la voiture, ni vu ni connu. Turan Bekar. Ça allait me cramer. Ma fin était comme ça. Hein. C'est pas des êtres humains, ça. C'est des gens très dangereux. Il y avait le diable en eux pour faire ça. Du fond de sa cellule, Ayten continue à clamer son innocence. Le 22 octobre 2015, Murat et Engin sont à leur tour incarcérés et mis en examen pour le même chef d'accusation que leurs 2 complices. Tentative de meurtre en bande organisée. Pour Turan Bekar, c'est toute sa vie qui s'écroule. Il a été trahi par son épouse, la mère de ses 2 enfants. Je comprends pas comment elle a pu faire un truc comme ça. Pour l'argent, pour tuer quelqu'un, son mari en plus. 20 ans de mariage en plus. Personne s'y attendait à ça, quoi. C'était un choc. Je pensais pas qu'elle va faire une chose pareille, en fait. Pas à ce point. Mehmet Bekar, oncle de Turan. De commanditer de tuer son mari. Elle a oublié que c'était le père de ses enfants. Elle a pas d'âme, elle a pas d'esprit, elle a rien. Elle a aucune pitié. Son mari, elle s'en fout. Ses enfants, elle s'en fout. Son but, c'est de tuer pour l'argent. Il n'y a que ça qui intéresse. J'ai été trahi pendant 20 ans par une femme que j'ai aimée.
Je m'attendais même pas à ça. 20 ans quand même, hein. Je pense qu'elle m'a jamais aimé. Turan Bécquart attend avec impatience le procès. Depuis le début, Ayten, sa femme, n'a jamais craqué. Elle hurle qu'elle est innocente. Mais pour Turan, il est important que la mère de ses enfants livre la vérité. Va-t-elle enfin fendre l'armure ? Le procès pour la tentative d'assassinat de Turan Bécquart s'ouvre le 21 juin 2019 devant la cour d'assises de l'Ain. 4 ans après sa terrible agression, il espère des aveux de sa femme. Mais c'est peine perdue. Seul Kemal reconnaît les faits. Ayten, Engin et Murat jurent encore à l'unisson qu'ils sont innocents. Les 3 co-accusés qui plaident l'acquittement, Johan Foubert, avocat de Kemal Koban, ne feront que contester pied à pied, phrase après phrase, audition après audition, toute participation. Le dossier, quand on l'examine de manière rigoureuse, la place nécessairement doit être donnée au doute. Le doute doit nécessairement aussi conduire vers l'acquittement. Mais pour la cour et les jurés, le doute n'est pas possible. Le 28 juin 2019, après 6 jours de procès, c'est le verdict. Kemal est condamné à 16 ans de réclusion criminelle pour tentative d'assassinat. Pour les 3 autres accusés, la cour retient la complicité de tentative d'assassinat. Engin, le frère, écope de 16 ans. Murat, l'intermédiaire, prend 13 ans. Ayten, considéré comme le cerveau de l'affaire, est condamné à la peine la plus lourde, 18 ans de réclusion criminelle. Les 4 accusés font immédiatement appel. Imaginez que cette femme est capable de préparer un bouquet, d'aller jusqu'au détail de ce mot d'amour. Agnès Bloise, avocate de Murat Civil. Ça fait froid dans le dos. Je peux vous dire que la photo du bouquet de fleurs a longuement circulé entre les jurés et qu'à mon sens, ça a été un des éléments qui ont conduit à la condamnation assez exemplaire d'Ayten Bécquart. C'est un bouquet d'amour qui devient un passeport pour la mort. Le procès en appel s'ouvre le 18 septembre 2020 à Saint-Étienne. Ayten et son frère crient toujours au complot. Le verdict est moins sévère qu'en première instance. Kemal est condamné à 13 ans de réclusion criminelle. Murat prend 12 ans. Engin écope de 16 ans, tout comme sa sœur Ayten. Pour Turan Bécquart, ces condamnations revues à la baisse n'effaceront jamais le mal qu'il a subi. Car pour lui, cette affaire est un véritable drame. Il a tout perdu avec cette tentative d'assassinat. Sa maison a été saisie, puis vendue aux enchères. Jean-Hubert Portejoie, avocat de Turan Bécquart. Les échéances du prêt n'ont pu être honorées. Madame Bécquart étant placée en détention provisoire et Monsieur Bécquart étant hospitalisé. Ses enfants ont été placés. Son épouse a été placée en détention provisoire. Il a tout perdu. Ils m'ont massacré ma vie, ils m'ont pris ma maison, mes enfants, tout ça. Et je veux comprendre pourquoi. À cause d'une longue convalescence et de la saisie de la maison, les enfants de Turan Bécquart, mineurs au moment des faits, ont été placés par les services sociaux. Aujourd'hui, son fils aîné est majeur et vole de ses propres ailes. Mais sa fille, encore mineure, est toujours placée en famille d'accueil. Turan Bécquart espère pouvoir récupérer sa garde. Mais les démarches sont longues. D'avoir tout perdu, ça fait mal. Hein. C'est une catastrophe. Mais surtout, tout ce que tu as perdu, c'est pas l'argent. Turan Bécquart. C'est les enfants, la belle vie que tu avais avant, tu vois. Ça, t'as pas... Ça, c'est pas l'argent, ça. Ça, c'est être heureux d'avoir une famille, c'est ça.
Quand je rêvais d'une famille. Non, j'ai même pas pu avoir une famille. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.